un espace où l'on s'autorise à parler de la santé et de l'invisible. Vous entendrez donc des chercheurs, des professionnels de santé, des thérapeutes qui ont tous vécu des phénomènes étranges tels que les sorties de corps, la clairaudience, les prémonitions, les contacts avec les défunts, les montées de Kundalini, etc., etc. Bienvenue dans Expérienceur, un podcast éclairant où l'on aborde les phénomènes paranormaux pour réunir la science, la santé et la spiritualité. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Benjamin. Benjamin, si j'avais à te résumer en quelques mots, ce serait simplicité, humilité, humanité et joie d'être. Bonjour Benjamin. Salut Audrey. Donc on s'est rencontrés grâce à ton podcast, L'Instant Vertical, dans lequel j'avais témoigné. Aujourd'hui, je suis ravie vraiment d'inverser les rôles. Parce que avant de parler de réalisation du soi, tu as aussi un parcours de travailleur social, de médecine restaurative. Tu as aussi traversé de nombreuses expériences spirituelles que tu vas nous raconter. Merci d'être là. Avec joie. Donc, spontanément, par quoi tu aurais envie de commencer? Vu que le thème de ton podcast c'est expérienceur, j'ai envie de te raconter peut-être quelques expériences. Et ces expériences, je les mets tout de suite en perspective dans le sens où c'est des expériences. Dans le sens où il y a une expérience qui peut être vécue. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction de ma part qui a été de poser plein de questions, etc. Mais a posteriori, des années après, c'était juste une expérience qui n'a ni queue, ni tête, ni sens particulier, qui a juste été quelque chose de vécu, et c'est là-dedans déjà que j'ai envie de le raconter. Et c'est un truc tout bateau que je vais vous raconter, un truc absolument pas paranormal, et pourtant c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. C'était, j'ai, c'était, je sais plus quand, mais c'était il y a 12, 13, 14, 15 ans. 15 ans. J'ai commencé un cursus en sophrologie et ce cursus m'a amené à avoir une pratique régulière de la relaxation profonde. Et quand j'ai commencé à m'habituer à descendre dans des couches un peu plus profondes, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais énormément de terreur, que j'étais angoissé au possible. Et je voyais bien que c'était surprenant pour moi parce que je n'avais aucune conscience de cette terreur. Alors que, en fait, quand je l'ai découvert, je fais, bah oui, en fait, c'était pas présent dans tous mes actes de vie quotidienne, dans mes pensées, dans mes manières de faire. C'était juste que j'étais tellement habitué que je ne me rendais pas compte. Et là, j'étais comme face à ce mur de terreur. Et ce qui a été un choix que je me suis dit, OK, soit je referme la porte, comme c'était possible, mais je me suis dit que je pouvais le faire. Et soit je vais dedans. Et là, j'ai utilisé des outils donc de la relaxation, pour aller m'acclimater à cette terreur. Et au bout de quelques semaines, suite à énormément de synchronicité, un film, un livre, une phrase par-ci, voilà, il y a tout qui a commencé à couler, à jaillir, cette peur a pu exister, et grâce à cette pratique de la relaxation, il y a un moment, elle a pu disparaître. Quand je vous dis disparaître, ça fait euh, tous les trucs, voilà, comme un gros truc qui lâche, voilà, et hop, elle a disparu. Et là, il y a eu une grande phase un peu de post, comme si on avait un poids énorme pendant longtemps et que tout d'un coup on l'a plus. Il y a un truc un peu de phase de béatitude, genre ah, enfin soulagé, etc. Et ça a été une expérience fondatrice. Donc je me suis dit, ouais, j'en ai tiré plein de conclusions de ce truc-là. Mais au final, ça a été une expérience fondatrice qui a qui a réveillé le goût de l'exploration intérieure. Voilà, ça a été quelque chose de très très fondateur. Et ce qui est fou là-dedans, et c'est pour ça que j'aime bien cette histoire, parce qu'en fait elle est assez simple, mais en fait c'est toutes les synchronicités qui étaient exactement parfaites.
comme d'habitude. Cette synchronicité qui faisait qu'à un moment, je décide d'aller voir tel film et que au moment dans ce film, il y avait un petit garçon qui avait exactement la peur qui m'habitait à ce moment-là, quoi, et que le petit la traverse la peur. Et là, bah, forcément, sans m'en vouloir, je suis en plein cinéma et je pleure en fait. Parce que quelqu'un est en train de faire ce que là, ce qu'il s'apprête à vivre en fait. Et donc, ça fonctionne. Et après, je vais revoir un autre film, quelques jours après, où la personne est dans une sensibilité qui était exactement la mienne du moment. Et donc, tout le film était en fait pour moi en fait. Voilà. Et, et c'est ça qui est génial, c'est que tout d'un coup, quand on réécoute ce qui est vivant, bah, le fil se tire tout seul et il suffit juste de le suivre et c'est ça qui va faire que peut-être qu'il y a une libération ou quoi que ce soit si c'est le moment. Et voilà, ça a été quelque chose de très fondateur pour moi. Et par la suite, ça m'a aussi remis l'esprit, on va dire, en place, dans le sens où il y a quelque chose qui est plus grand que ce que moi j'imagine. Et donc le fait de pouvoir reprendre conscience de quelque chose de plus grand m'a permis bah de pouvoir me coltiner certaines expériences sans tirer trop de conclusions hâtives, en gardant une certaine transparence. Des choses qui sont considérées comme pas possibles ou tellement énormes que de toute façon, si tu veux le faire, bah, tu seras incapable de le faire, etc. Et ça m'a permis après de rentrer dans la dimension humaine du soin ou de l'accompagnement spirituel. Voilà. Donc, comme expérience, je peux raconter celle-ci qui est vraiment fondatrice. Et voilà, ce que j'aime bien, et peut-être pour conclure ce petit point, c'est en fait, on a plein de petites expériences qui peuvent paraître anodines, mais comme on imagine que les expériences doivent être extraordinaires, on passe complètement à côté. Alors qu'au final, nos expériences les plus anodines sont beaucoup plus chargées de sens et de réalité de ce qui nous est amené à vivre que quelque chose d'extraordinaire qui ne sera que fantasmé et que imaginé. Bien sûr, bien sûr. Donc il Voilà. y a l'expérience et il y a tout ce que notre mental va raconter autour, hein, Oui. et effectivement, Et tout ce qu'il aspirait à vivre. exactement, Parce exactement. qu'on recherche l'expérience en fonction aussi de notre imaginaire. Et donc, par exemple, je sais que toi, tu entendais des voix. Et donc, forcément, entendre des voix, ça peut paraître extraordinaire. Mais au final, si on tire, etc., si on regarde bon, d'un autre côté, on entend tous plein de petites voix constamment dans la tête. Voilà. Effectivement, effectivement. Après, il y a certaines personnes qui entendent des voix très très négatives Voilà. voilà, Voilà, et qui vont pas gérer du tout ce ça. côté-là. C'est pour dire que des fois, on a l'impression que c'est extraordinaire, mais qu'au final, l'extraordinaire est beaucoup plus près de l'ordinaire, Bien et que sûr, c'est juste qu'il a une couche d'imaginaire qui met dessus, et si on enlève cette couche d'imaginaire, en fait, on peut commencer à regarder les choses telles qu'elles le sont. ouais, Voilà. exactement. Ça, c'est Et un truc important pour moi en tant qu'expérienceur, tu vois. ouais, bien sûr, Parce que, bien. et j'insiste là-dessus parce que c'est aussi ce que ouais, mon accompagnement se base beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que des personnes peuvent arriver avec des trucs les plus extraordinaires possibles. Il y en avait, hein, des fois, tu fais des trucs, bon, bah, ça, c'est pas possible. Oui, oui. Et en fait, c'est pas de dire que c'est pas vrai. Au contraire, c'est de prendre ça comme quelque chose de complètement réel, mais d'aller essayer d'enlever les couches de mysticisme, ouais, d'imaginaire dessus pour que revenir, en fait, l'expérience, le perceptif dessus est la seule réalité et ce qui est de la compréhension, etc., n'a pas les clés pour comprendre le perceptif. Ouais, c'est ça, c'est notre mental en fait. Mhm. Et c'est bien le problème finalement de notre société où, comme dans notre société plutôt matérialiste, l'invisible n'existe pas. Pour certaines personnes en tout cas, l'expérience cherche à être comprise. Enfin, le Oui. mental va chercher à mettre ça dans des petites cases Mhm. pour lui donner une certaine réalité en fait à l'expérience, puisque c'est censé ne pas exister. Et c'est là Oui, que toute l'histoire derrière va se construire pour essayer d'y mettre du sens. oui. Et ce qui est fou, enfin, ce qui est fou et totalement, on va dire, même humain,
c'est que si on regarde bien et si on observe avec honnêteté, c'est pour ça que je rappelle aussi que ces expériences n'ont pas forcément le sens qu'on leur accorde. Enfin, pour moi, en tout cas, dans mon vécu, c'est que on va venir, on va voir que ça est beaucoup quelque chose autour de la survie de l'ego qui va être en jeu. Ça veut dire que la survie de l'ego doit passer par la reconnaissance d'une existence propre, singulière, et tout d'un coup, je deviens exceptionnel parce que je vis quelque chose d'exceptionnel. Alors que il n'y a rien de plus basique que ça. C'est le petit enfant qui veut la reconnaissance de ses parents, qui veut qu'il soit exceptionnel, qu'il soit aimé pour ça, etc. Et on est dans ces schémas-là et également dans les espaces de spiritualité où les expériences faites concrètement, donc au niveau corporel et ressenti, il y a clairement expérience. Et quand c'est emparé par le mental, comme tu le disais, tout de suite, on arrive dans les schémas du mental qui sont bah, je suis exceptionnel, j'ai des dons, voilà, c'est parce que j'ai besoin de redorer une image, une estime de moi-même, etc. Entre Oui, autres. oui, oui, c'est vrai, ça me fait rappeler j'ai lu il y a quelques jours en arrière quelqu'un qui disait on ne devrait finalement accompagner les gens que quand on a dépassé tout ça. Oui. Parce que effectivement, ça enlève beaucoup de choses derrière, d'interprétation et ouais, c'est beaucoup plus juste finalement quand on se rend compte que en fait c'est très humain et que Oui, finalement j'aime beaucoup ton exemple parce que finalement tout est expérience. oui, Tout est expérience et tout amène finalement à, à retourner à l'intérieur de soi euh, et peut-être à laisser faire le processus. oui, au final, c'est une sorte de... Ben, il y a un mouvement et c'est ce mouvement, il est naturel et ce mouvement, il se fait vraiment tout seul. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on se focalise uniquement sur l'expérience, on a l'impression que ça doit aller quelque part. Et cette croyance que ça doit aller quelque part, c'est encore une fausse croyance dans le sens où il y a une arrivée à ça. Et je peux dire ça parce que j'y ai joué beaucoup en fait. Où j'étais un yogi pendant des années, j'ai été en Inde, j'ai fait des massages, voilà, j'ai fait plein de trucs quoi. Quand je propose des retraites, c'est assez expérientiel mes retraites dans le sens, je crée des causes et des conditions qui vont faire émerger des choses qui sont pas de l'ordre du quotidien en fait. Et je fais rien moi, c'est juste que c'est les causes et les conditions qui font que ça peut se manifester comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut tout de suite se rendre compte de si on avait voulu le faire pour de vrai, on pourrait pas le faire. C'est ça. Mais le truc, c'est que ça n'envoie nulle part. Et c'est ça qui est difficile peut-être à comprendre pour certaines personnes, c'est qu'il y a vraiment cette aspiration qu'il y a bien un moi futur qui sera ce moi, grâce à mes expériences, je serai libéré de ça. Grâce à mes expériences, je serai une personne plus zen, plus sage, plus parfaite. Mais cette image de la perfection, elle n'existe que dans la tête. Elle existe au sein de la société aussi, hein, qui amène cette image de perfection. Mais au final, si on regarde vraiment ce qui se passe maintenant, au-delà de cet expérientiel, l'expérience peut se tourner vers une forme de réalité qui n'a absolument pas besoin d'un processus qui amène quelque part. Et pourtant, il y a quand même un processus qui amène quelque part, mais ça amène à rien. Ça amène au fait que de se rendre compte qu'il y a juste un processus qui tente d'aller quelque part pour qu'au final, ça ramène à la maison, ça ramène à la maison, ça ramène à la maison. Puis à un moment, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas forcément d'endroit où on a quitté la maison. C'est ça, c'est ça. C'est- Y a pas de finalité. Et c'est vrai que le Non. mental, il a beaucoup de mal avec ça. Oui, Mais effectivement, toutes nos formations depuis la petite école nous emmènent à aller quelque part. Voilà, oui. On voilà. veut devenir un bon professionnel, on veut monter en compétence. Et ça, c'est naturel, par exemple. Là, par exemple, là, on en parlait tout à l'heure en off, j'ai repris un métier il n'y a pas longtemps, bah, j'ai énormément de choses à apprendre dans ce nouveau métier pour être
efficace, pour pouvoir avoir l'œil, etc. J'ai toute ma neuroplasticité qui doit s'adapter à ce nouveau métier. Voilà. Mais ça, c'est de la science, je veux dire. C'est du psychocorporel, c'est de la mécanique. Dans ce qui est visé par les aspects de la recherche spirituelle, donc quand on veut vivre des expériences spirituelles, on recherche une nature véritable, quelque chose qui a une essence. Et ça, il n'y a pas besoin de l'apprendre. Et pourtant, comme on ne sait pas par où passer, et que ce truc-là qui régente notre vie, qui se dit, tiens, c'est moi qui décide par où je vais, lui, il est dans le fonctionnement d'apprendre. Donc Ah, le forcément, mental, oui. il est obligé d'entrer dans une dimension d'apprentissage. Et c'est rigolo parce que à la fois c'est comme ça, et à la fois c'est pas comme ça. Et c'est des paradoxes dans lesquels bah, ces paradoxes laissent vraiment beaucoup de place à de l'interprétation. Et, et quand on recherche du sens à des paradoxes, on devient fou. Il n'y a aucun sens au paradoxe, donc on se dit, bah, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, c'est les deux. Et ça n'a aucun sens pour quelque chose de rationnel. C'est ça, c'est ça. C'est Et l'idée. c'est là que les expériences, elles deviennent puissantes sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est, par exemple, d'avoir une expérience, je sais pas, tu peux ressentir une sensation énergétique qui traverse tout ton corps et qui est perceptible concrètement, mais comme tu peux rien voir et rien entendre, à part, je sais pas, ce qui se passe des manifestations sur quelqu'un, tout de suite le rationnel va s'emparer de l'expérience en disant, bah, il le fait exprès, ou il est en train de jouer un rôle, ou un truc comme ça. Là, on voit bien que ça s'appuie sur des choses différentes. D'un côté, le ressenti, le ressent, et c'est une évidence qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et en même temps un rationnel qui cherche à s'agripper à du connu. Pourquoi? Bah parce qu'il a peur. Et c'est l'un et l'autre, c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est ça. Et dans les deux côtés, comme tu dis bien, il y a des interprétations dans les deux côtés, Oui, effectivement, et que ça soit... ouais, ouais, c'est très juste. on peut pas s'empêcher d'interpréter. Ça, c'est un truc aussi important que, voilà, qui a eu besoin de s'apaiser, parce qu'il y avait une tentative, en fait, de vouloir empêcher toute forme d'interprétation. Mais ce que je suis est aussi interprétation. Bien sûr. Il n'y a aucun problème à ce qui est de l'interprétation. C'est le jeu, de la mécanique mentale. Par contre, de tirer des conclusions et de figer ça dans des cases, si dans une case, il y a beaucoup de rigidité, eh bien, en fait, on va juste jouer à rester dans des cases. C'est comme une sorte de juste milieu, vous voyez, un peu dans le zen, on parle du bouddhisme aussi, on parle vraiment un peu de la voie du milieu. À la fois, je suis dans la rigidité parce que j'ai besoin d'une forme, d'un cadre, et à la fois, je suis dans la souplesse pour pouvoir danser. Voilà. Si j'ai pas de structure, si je suis pas droit dans ma posture, ma danse, elle va être, je vais tomber, je vais pas avoir d'équilibre, etc. Donc j'ai besoin d'une certaine posture, mais pour pouvoir avoir le plus de fluidité possible. Donc de la structure pour du mouvement. Voilà, c'est un peu la même chose au niveau de la pensée, en fait. Ouais, bien sûr. D'avoir assez d'appui pour pouvoir avoir du discernement et pouvoir faire de la discrimination, sans pour autant croire au sens de pas, enfin de foncer tête baissée, on va dire, dans toute forme d'expérience, qui du coup au final va juste être un vecteur d'apprentissage de la discrimination et par exemple d'avoir une sensation de combien de fois j'ai rencontré des personnes, il suffit qu'ils s'arrêtent 2 minutes et qui tout d'un coup prennent conscience de la sensation énergétique et tout d'un coup ils ont l'impression d'être beaucoup plus grands que leur corps, donc ce qui est une sensation très, on va dire, commune d'une réharmonisation énergétique d'un organisme psychocorporel. Et tout d'un coup, ils disent, oh, c'est ça l'éveil. Voilà. Et c'est tellement naturel et Mais oui. tellement naturellement humain que je trouve ça beau et touchant, en fait. Mais cette nature humaine a aussi besoin de s'appuyer sur de la discrimination dans le sens discernement. Et ce discernement ne peut passer que par l'expérience directe. Donc, en fait, on en revient à la boucle. C'est toutes les expériences. Il n'y a qu'expérience. Il n'y a qu'une manière subjective de vivre cette expérience pour construire une forme de discernement, pour voir, comprendre et se prendre en flagrant délit de mettre des histoires dessus. C'est clair, et c'est vraiment par l'expérience qu'on avance, en fait, et qu'on apprend. Oui, C'est là aussi où nos systèmes d'apprentissage, voilà, dans la scolarité et compagnie, oui, et même les formations après plus grand, hein,
c'est vraiment dans la pratique et l'expérience qu'on avance, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu vois, j'ai fait partie des personnes qui ont eu une réflexion par rapport à ça, qui ont mis en place des pédagogies alternatives. D'ailleurs, mon métier, c'est encore l'éducatif, donc c'est aussi d'aller remettre de l'expérience concrète dans la vie éducative. Au final, c'est juste un mouvement naturel de l'être humain. Et, et on pourrait croire que, par exemple, l'éducation nationale ne s'empare pas de ces sujets-là, mais il s'en empare, évidemment, parce qu'au final, en regardant un minimum l'enfant, quand on a de l'intérêt pour l'enfant, eh bien, on va là-dedans. Et on peut quand même voir qu'il y a une dimension didactique très descendante parfois. Mais je veux dire, c'est plus une approche subjective de l'enfant et quelque part, plus on a accès même à notre échange là, ou qu'on a accès à de l'information, on va dire, ça bouge tout doucement, mais l'intérêt, la vision de l'enfant est très en évolution. Et ce qui va revenir, et ça revient souvent sur faire l'expérience. Ce qui est la démarche scientifique hein, également. Je veux dire, on peut Bien parler sûr. de la science et de la chose, mais la démarche scientifique, elle est vraiment en train de nous donner un nouveau regard sur le monde qui est on se base sur des faits. Et bon, pour Exactement. avoir des faits, il faut vivre l'expérience. Sinon, Exactement. on n'est que dans l'imaginaire, en fait. Ouais, ouais, bah, les quelques scientifiques qui sont passés sur le podcast, en fait, ils décrivent bien ça. On va pas dire, par exemple, je pense à Evelyne Elzasser qui étudie les vécus subjectifs de contact avec les défunts, qui Mhm. dit, mais moi, ça m'est égal que l'au-delà existe ou pas. En fait, l'expérience, elle est là. Les gens que j'ai eu dans mon étude relatent tous des choses qui Mhm. puissent... Enfin, voilà, et on s'en base aux faits, en fait. Hein. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très Mhm. chouette. Et effectivement, finalement, peut-être dans le chemin, en fait, j'ai l'impression finalement que la partie humaine en souffrance, qui cherche à sortir de sa souffrance, en fait, c'est ça Oui. qui nous emmène en fait vers cette recherche intérieure, la sophrologie, la méditation, etc. Mhm. Et que finalement, ça fait juste partie du parcours. Exactement. Et puis, pour certaines personnes, ça va être très mental, ça va passer par la lecture de livres, etc. Et ça reste une expérience de lire un livre. Tout Enfin, à fait. ça reste une expérience de regarder une vidéo et on peut il y a du ressenti, en fait, derrière. On peut pas se couper de l'expérience. Mais quand on parle d'expérience, on oublie qu'il y a un expérienceur. Enfin, on voit qu'il y a un expérienceur. Et donc là, on commence à rentrer dans un sujet un petit peu plus subtil. Mais au final, qui fait l'expérience de quoi, en fait? Et si cette question commence à devenir un petit peu plus concrète, on peut se rendre compte qu'il y a bien expérience de la part d'un organisme qui se prend pour quelqu'un, etc. Mais qu'au final, il n'y a pas une personne qui fait l'expérience de quoi que ce soit, il n'y a que vécu. Mm, c'est ça. C'est Voilà. ça, et c'est vraiment, oui, cette partie humaine, en fait, qui cherche à vivre une expérience, voilà, ou en tout cas sortir de sa souffrance, Oui, et qui cherche à sortir de sa souffrance voilà, et trouver toutes les alternatives qui va lui permettre de oui. sortir de cette souffrance. Et après, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup ton exemple du début, parce que finalement, dans la simplicité de l'expérience, euh, c'est tout aussi, je dirais, c'est tout aussi enrichissant. D'ailleurs, c'est marrant parce que donc on a la même formation de sophrologue en même temps, mais moi j'ai fait ma formation en 2000, donc il y a quelques années en arrière, et à l'époque, euh, la sophrologie, j'ai mis beaucoup de temps en fait. L'idée c'était de chasser le négatif. Oui. Ah, donc je sais pas si toi tu as eu cette même formation Non. là. Si, si, enfin, je l'ai eu, mais j'avais aussi j'avais plus la formation que j'ai eue était plus inspirée du bouddhisme tibétain. Donc, on était plus dans accueillir tout ce qui se passe. Voilà. Et moi, beaucoup au début, donc je chassais le négatif. Hein. Bien sûr. Forcément, mais c'est aussi Oui, ce qui m'a fait du bien à moi. Donc non, bien forcément, sûr. c'était logique que ça passe comme ça, quoi. Mm. Voilà. Et c'est après avec la méditation finalement qui a ouvert. Et du coup, c'est plus dans l'accueil et dans vivre l'expérience. Voilà, c'est l'évolution en fait. Et c'est vrai que Ce chaque. qui est à la base le message de la sophrologie, hein. C'est juste après une interprétation rationnelle de quelqu'un qui souffre, qui cherche et des personnes qui l'enseignent qui souffrent aussi, hein, donc C'est ça. c'est là-dedans. C'est ça, c'est ça.
C'est Et par vraiment... rapport à ce que tu dis, j'ai une autre expérience à raconter. C'est encore une assez anodine au final, mais qui pour moi est un avant et un après en 30 secondes. Mais donc dans ma sangha, dans ma sadhana, le fait d'être dans une démarche très active, etc., il y a un moment, je pense que j'ai switché et j'étais très dans ma sadhana pour la sadhana. Et c'est quand tu as une chose en tête et tu appliques un peu bêtement quelque chose. Donc, Et juste pour les auditeurs, sadhana, c'est de la pratique, voilà. oui, Parce que tout le monde n'est pas au c'est courant, vrai, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Sadhana, ça vient de stratégie, c'est un terme assez guerrier, mais qu'on utilise beaucoup en Inde et notamment dans le yoga particulièrement. C'est-à-dire que c'est toutes les stratégies que tu mets en place pour la réalisation d'un objectif. Voilà. Et une sadhana, c'est lié à un terme spirituel. Quand on est un sadhanka, quand on rentre dans une sadhana, c'est un vrai engagement, c'est une discipline, etc. Et cette sadhana, à un moment, voilà, j'en ai ras-le-bol en fait. Enfin, j'en ai ras-le-bol parce que j'ai l'impression de ne pas en tirer des fruits satisfaisants par rapport à Ben oui, l'imaginaire que je m'en faisais. ben oui. Ce qui, avec le recul, était exactement les fruits que j'espérais. Mais bon, ça, c'est rigolo. Et à un moment, au final, j'ai vu un film, je ne sais même plus c'est lequel, et il y a juste eu une phrase dans ce film qui dit les gens qui pratiquent le bouddhisme et le yoga sont en train de courir après quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre. Bam, je me mange une claque forcément parce que j'étais exactement dans cette démarche. Et là, je prends au pied de la lettre cette phrase. C'est-à-dire que le film continue à se défiler, mais moi, je suis plus du tout en train de regarder le film. Je suis en tête. Ok, tiens, c'était l'heure, c'était mûr pour que ça fait ça. Et là, je fais ok. Si, est-ce que je ne peux pas vivre autre chose que ce que je suis en train de vivre maintenant? Est-ce que c'est vrai? Oui. Je ne peux pas vivre autre chose que ce que je suis en train de vivre maintenant. Donc, si là, si on dit que Dieu est partout, Dieu est tout le temps avec moi, Dieu est forcément là maintenant. Ok, donc Dieu, si tu es là, ça veut dire que quoi que je fasse, c'est la réponse de Dieu. Et à partir de ce moment-là, je commence à parler avec Dieu à ma manière. Donc ça passe par des livres, des phrases. Je prends un livre, ok, qu'est-ce que tu me dis là? Pouf, ok, je comprends, paf, paf, paf. Et là, je commence à avoir une autre démarche qui n'est du coup plus focalisée sur l'après, mais qui est revenue sur le maintenant. Quel est mon dialogue avec le plus grand que moi, en fait? Et ça a tout changé. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, une petite phrase dans un film a fait basculer toute une attention vers quelque chose de hyper lointain, alors pour revenir à un dialogue très concret qui, final, a fait que, au final, ma sadhana s'est transformée, devenue beaucoup plus subtile, beaucoup plus intérieure et beaucoup moins dans le corps, etc., pour arriver dans de la subtilité. Cette sadhana, hop, un petit claquement de doigts, juste une petite phrase a fait que ça a tout changé. Et pour l'expérience, du coup, j'avais un petit jeu de cartes, comme j'imagine que beaucoup des gens qui écoutent ce genre de podcast ont, évidemment, parce que ça fait partie du package, n'est-ce pas? C'est ça. Donc les petites cartes, voyez. Et donc là, c'était les cartes des anges du jeu de la transformation, pour certains qui connaissent, j'imagine aussi. Et donc, je tire la grâce. Ah oui, oui, bien sûr, la grâce, bah oui. Non. Et puis le lendemain, je retire la grâce. Et puis le lendemain, je retire la grâce. Et pendant 20 jours, j'ai tiré la grâce. Donc, ce qui est statistiquement pas possible. Et je mélangeais, à un moment, voilà, je faisais tout, et la grâce, etc. C'était vraiment enfin, ouais, pour appuyer le fait que c'était absolument pas compréhensible, raisonnable. Ça met en. Voilà, c'est un truc tout bête, c'est une carte que tu tires tout le temps et je pense que ça arrive à tout le monde en fait. Voilà, mais c'est juste que là, c'était encore plus fort parce que ça accompagnait ce petit mouvement en fait, très subtil qui en fait a retourné mon attention et mon attention a commencé à s'intéresser à des nouvelles choses à partir de là qui étaient complètement mises de côté parce que dans mon imaginaire, c'était pas ça, c'était pas là qu'il fallait aller, etc. Et au final, ça a ramené de la simplicité en me disant, en fait, j'en sais rien, je n'ai que à suivre par où ça part dans l'instant. Et là, c'est un pas, là, ça me fait faire ça, là, hop, je vais là. Et fil en aiguille, bah, c'est devenu juste bah, la réalité. C'est-à-dire, Le c'était sortir de quotidien. l'imaginaire, le quotidien, pour ça, en fait. Et c'était plus moi qui étais à la manœuvre, à la barre.
Je laissais la vie se manifester, se faire reconnaître en fait par ce qui percevait tout ça. Et donc, moi, j'ai pas eu des voix comme, enfin, ça m'est déjà arrivé, mais dans des états de modifiés en retraite en fait, de pouvoir entendre des voix. Donc, c'est dans des endroits un peu particuliers avec une énergie particulière. Mais pour moi, l'intuition se manifeste à travers quelque chose de très sensitif qui est comme se sentir guidé. Enfin voilà, ça se fait tout seul en fait. Et ça n'a pas besoin de passer par avoir à entendre des voix. Mais ça a cet avantage, enfin en tout cas je trouve, quand ça passe par le corps, bah, de reconnaître en final l'intelligence du corps aussi qui n'a pas besoin de concepts. Voilà, il est fatigué, il a envie d'aller à gauche, il va à gauche, etc. Mais c'est intéressant parce que tu vois, moi j'ai dû faire l'inverse. C'est que en fait j'ai dû revenir au corps. Mm. C'était la sensation corporelle qui me permettait de valider finalement Oui. l'information que je recevais finalement sur ce que j'appelais à l'époque des voix. Euh, Mm. Ouais, bien mais sûr. Et ça fait du coup pour pour encore appuyer ça, au final, tant qu'on a un regard très mental de l'expérience qu'on peut avoir, on va forcément tirer des conclusions hâtives on va prendre des vessies pour des lanternes. Quand le corps s'en mêle, quand lui ne ment pas le corps, donc quand les sensations et le ressenti, le sentir en fait s'en mêlent, il amène une stabilité nécessaire pour pouvoir discerner est-ce que c'est de l'ordre de ce qui est de l'ordre du concret et ce qui est de l'ordre de la projection? c'est ça. Voilà, c'est vraiment la boussole, quoi. C'est vraiment la Ouais. boussole. Puis après, en Ouais. fait, il n'y a même plus besoin de la boussole, en fait. C'est, Oui. en fait. Il arrive à un moment où, quand justement il y a cette présence de l'instant qui est là, bah, en fait, on se pose même plus la question. C'est là, quoi. Mais oui, bien Et sûr. ça se manifeste, en fait. Et c'est Et ça oui, bien sûr. qui est Ouais. assez cadeau dans Et le chemin. il y a rien besoin de faire pour qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. Par contre, il y a la croyance de se dire que pour ce que j'imagine qui devrait se manifester, il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est vrai. Pour que tu aies ces trucs-là exactement que tu veux voir, il faudrait que tu fasses plein de trucs pour l'avoir. Sauf que ça se passe pas exactement comme on l'a imaginé et que c'est pas forcément là qu'est l'intérêt et l'essence. C'est ça, c'est ça. C'est là qu'on se perd dans des chemins de traverse Voilà. au lieu de prendre l'autoroute. Et l'exemple flagrant qui est, enfin en tout cas qui a été aussi mon exemple concret par rapport à la souffrance, tu l'évoquais tout à l'heure, donc la souffrance qui est évidemment, enfin je veux dire, comme tout le monde, j'aspire à être totalement libre de la souffrance. Mais tant que je crois que ça va venir grâce à mes efforts, à ce que je vais réussir à mettre en place, eh bien en fait, je suis juste en train de cultiver ce truc souffrant qui veut se libérer de la souffrance. Et c'est pas parce que je focalise sur la souffrance qu'il y a souffrance en fait. C'est un cercle vicieux sans fin. Et dès que c'est vu, il n'y a pas forcément cette sensation de souffrance qui est liée. Et pourtant, dès que ça se prend en jeu de devoir faire et ceci et cela, etc. Voilà. Et pourtant, c'est quand même nécessaire de mettre en place des choses. Voilà, à un moment, tu as peur, il y a quelque chose de là, ça te demande de répondre à cette peur, ça va faire l'action qui est en adéquation avec ta mécanique. Et ben, autant qu'elle se passe, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle derrière. Et c'est l'absence de contrôle qui va faire qu'il va y avoir cette dissolution progressive de cette souffrance. En tout cas, c'est comme ça que pour moi, ça a été vécu. C'est clair, c'est clair. Enfin voilà, et c'est ça qui est compliqué, c'est finalement enfin pour moi, ça a été de lâcher ce mental qui était hyper actif. Voilà, et la méditation, la sophrologie, ça m'a permis cet apaisement Mm. qui, voilà, et il y a 50 000 chemins, effectivement. Parce qu'effectivement, j'ai rencontré des gens Mm. qui se sont ouverts grâce à un mental hyper, avec Ouais, beaucoup de ouais, lecture, avec beaucoup de... Donc ouais. Ah ouais. j'ai trouvé ton exemple fort intéressant pour ça, parce que oui, et c'est aussi une... Enfin voilà, il y a autant finalement de chemins que de personnes sur cette planète, quoi. Exactement. Ça veut dire que c'est très subjectif et il n'y a que son propre. Enfin voilà, on essaye, quand on écoute des témoignages, j'imagine comme là vous êtes en train d'écouter ce que je raconte, on pourrait se dire, oh tiens, moi j'ai pas vécu ça, ou moi je l'ai vécu différemment, etc. Mais en fait, on s'en tape de ce que vous avez, enfin, ce que moi j'ai vécu. Ce qui est important, c'est ce que vous vivez, ce qui vous est offert à vous maintenant. Et c'était dans ce petit moment subtil que j'ai raconté où voilà, si Dieu me parle maintenant, il parlait pas aux autres, il parlait à moi. Mais oui, À moi. Ouais, parce que j'étais un expérienceur, là. mais Donc c'est il me parle ça. à moi. Donc comment est-ce que Dieu vous parle maintenant?
Voilà. Et il peut vous parler à travers les autres, il peut vous parler à travers les livres, il peut vous parler à travers la nature, à travers un insecte qui vient vous poser sur la main. Si pour l'instant il y a besoin d'avoir ce truc qui y a Dieu et moi, bah, créons cette relation à Dieu, ou Dieu ou autre mot, hein, je veux dire, peu importe, hein, l'univers, la conscience, etc. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, le haut de la montagne, il est le même pour tout le monde, en fait, hein. Oui, C'est là où... c'est, la dernière fois, je parlais avec José Leroy, qui est un auteur assez connu de ce milieu-là. Il donnait une image très juste, je trouve. C'est qu'en fait, on pourrait dire que peu importe la voie spirituelle, la religion, le chemin, etc., c'est comme les barreaux d'une roue. Et au milieu de la roue, il y a le vide. Et au final, plus tu te rapproches du vide, plus les concepts, enfin, moins les concepts, moins les rites, etc., n'ont d'importance. Ils deviennent de plus en plus symboliques pour en final même finir. Il n'y a plus rien de l'ordre de l'imaginaire dedans. Mais plus tu t'éloignes, Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est... plus tu dois pointer vers ça. Et donc tu utilises des mots, tu utilises des concepts, tu utilises de la compréhension. Et au final, la compréhension, qu'est-ce que c'est? C'est déjà quand la compréhension, elle arrive sur aucune expérience, elle permet de s'ouvrir à la possibilité de faire une expérience. Donc sans compréhension, sans base solide sur laquelle s'appuyer, c'est trop flippant d'aller faire une expérience. Donc par exemple, je ne sais pas, si quelqu'un veut aller faire de la respiration holotropique et qu'il n'y a aucune explication, rien du tout, franchement, on va se dire, non mais si je respire comme ça pendant des heures, je vais mourir. Voilà, donc on t'apporte de la compréhension, de l'explication pour te rassurer, pour que tu sois libre de faire l'expérience. Et c'est la même chose pour la prise d'ayahuasca ou je sais pas tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc déjà, ça, c'est utile. Ensuite, la compréhension, elle permet, une fois qu'il y a eu expérience, qu'il y a eu vécu, bah, comme ça a été vécu, ça peut casser le savoir pour entrer dans la connaissance. Ça veut dire, de par mon expérience, bah, tout ce que je croyais savoir sur ça, bah, en fait, si je ne l'ai pas vécu comme ça, donc ça remet un peu de souplesse, de transparence là-dedans. Et surtout, il y a de la connaissance qui est vécue. Et des fois, il y a des choses qu'on a vécues qu'une fois, et du coup, on aspire, comme on l'a vécu qu'une fois, eh ben, on veut le revivre, et du coup, on court après le truc. Et puis, il y a le vécu répété, qui est celui de la pratique, celui du quotidien, en fait, qui va ramener, en fait, je sais pas, tout le monde a vécu ça aussi, hein, je veux dire, au début, on ne sait pas ce que c'est d'aller à tel endroit, une fois qu'on y est, on sait ce que c'est pas du tout comme on l'avait imaginé. Ben voilà, ce petit truc-là, c'est la même chose d'un point de vue spirituel. C'est clair, et du coup, c'est là qu'on se rend compte comme c'est simple. Oui, c'est très très simple. C'est très très simple. Et quand on voit tout ce qu'on a pu construire autour, qui justement étaient des kilomètres de la... Oui. Mais c'est un truc tout bête, mais par exemple, moi je regarde des séries, des trucs comme ça, comme tout le monde. Enfin, j'imagine, peut-être pas, hein. Mais je veux dire, moi j'ai plein d'imaginaires sur ce qu'est New York ou Los Angeles. J'imagine Los Angeles, un endroit hyper dangereux, voilà, avec certains quartiers. Enfin, mais je n'ai jamais été à Los Angeles. Je veux dire, le jour où je vais à Los Angeles, je vivrai les différents quartiers de Los Angeles. Je veux dire, avec mon corps, avec mes sons, enfin toute la vie sensitive, ma pensée. Je suis sûr que ça va déconstruire tout ce que j'avais imaginé. Bah, c'est la même chose pour la spiritualité, et c'est la même chose pour tout, hein, de toute façon. Donc la spiritualité, en fonction de la culture qu'on a eue, est-ce qu'on a une culture catholique, est-ce qu'on a une culture laïque, une culture anti-religieuse, c'est pas la même chose. Bien sûr. On va aller piocher dans un truc, on va arriver avec nos filtres, et nos filtres vont nous faire avoir plus ou moins tel code, telle image sur les choses. Donc, par exemple, si je souffre beaucoup et que je considère que je suis blessé et que je fais tout ça pour ça, bah, tous les filtres qui vont aller redonner un peu de baume au cœur, ah, je suis exceptionnel, j'ai des dons, voilà, bah, c'est normal que ça arrive, ça va faire du bien. Mais c'est pas là que c'est pas la fin du chemin. La fin du chemin, c'est quand on se rend compte qu'il n'y a pas de chemin. C'est ça. Et quand on accepte les deux côtés. Oui, Le côté souffrant aussi, parce qu'il disparaît pas, oui, et les aléas de la vie sont bien toujours sûr. là. Mais du coup, c'est vécu voilà, sur le même chemin. Mais Ouais. ce que j'aime bien aussi, enfin, et c'est là où finalement, si tu veux, par rapport à quelqu'un qui va vivre
extrêmement de souffrance, qui va avoir peut-être passé par la psychiatrie ou ce genre Mhm. de choses. Moi aussi, ça m'a amené. Déjà, il y avait avec la sophrologie des questionnements et de dire, mais en fait, non, c'est peut-être pas la voie voilà, de mettre à l'extérieur le négatif, etc. Voilà, ce mental qui veut se séparer de quelque chose, quoi, de se débarrasser en tout cas de ce qui fait mal. Et puis finalement, la pratique, tu vois, je vois mon ancien métier d'infirmière où finalement on passait le temps notre temps à ressasser avec la personne qui vit quelque chose d'extrêmement difficile, à lui faire raconter ça. Et en fait, bah, c'est d'un point de vue maintenant, je me dis, mais waouh, je suis pas Mhm. sûre que ça soit non plus quelque chose qui puisse euh, l'aider. Ouais. Et d'un point de vue, tu vois, pour aller un peu dans le sens de ce que tu es en train de dire, la souffrance qui nous est offerte, c'est ce qui nous est offert. Je veux dire, si là, à un moment, je souffre, de considérer que bah, je ne souffre pas ou je ne veux pas souffrir, c'est partir encore une fois sur un point de départ qui n'est pas, voilà, la reconnaissance de je souffre, c'est déjà un bon point de départ, quoi qu'il arrive. Et si on reconnaît vraiment ce qu'on est en train de vivre maintenant, ça va peut-être changer aussi. Voilà, si je considère que je souffre et que j'ai besoin de me faire aider, bah, ça va être beaucoup plus simple d'aller se faire aider, alors que si on dit non, je souffre pas, il faut pas souffrir, parce que si on souffre, ça veut dire que, on n'est pas ceci ou cela, bah, en fait, on va même pas aller s'autoriser à aller vivre de l'aide. Et par rapport à ça, ce que j'ai trouvé, donc tu aurais évoqué la sophrologie, mais la sophrologie n'a qu'un seul but, c'est de faire prendre conscience de la conscience par la conscience. Voilà, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a conscience. Et quand le travail thérapeutique est axé depuis cet espace de conscience, enfin, voilà, c'est très bon en fait de pouvoir répéter les choses pour qu'ils soient vus, pour qu'ils soient retravaillés. Par contre, quand il y a une hyper-focalisation sur juste l'histoire, c'est là qu'il y a sur la cristallisation. Et ce qui je trouve chouette aujourd'hui, c'est qu'on voit bien au final que la plupart des techniques thérapeutiques, des méthodes, enfin, je veux dire aujourd'hui, si on va avoir le psy, le psychothérapeute, il y a peu de chances pour qu'il soit formé uniquement à la psychanalyse. Voilà, je veux dire aujourd'hui, toute cette dimension transpersonnelle vraiment imprègne de plus en plus les démarches et vraiment pour le bon côté en fait, parce que c'est évident qu'on peut pas s'arrêter là-dessus. Et on peut dire merci à Jung, on peut dire merci à Freud d'avoir mis des bases à la psychanalyse, on peut dire Ouais, merci à bien Jung sûr. d'avoir pété les cadres de Freud en fait. Et on voit que tout le monde a sa part, etc. Mais si tu lis Lacan, je veux dire, Lacan parle aussi de ça, en fait. Il parle du grand autre, il parle. Voilà, tout le monde parle de la même chose, c'est comment on l'interprète et comment aussi on, on- on s'empare de sa propre guérison. Tu vois? C'est-à-dire que si je m'en remets que, ça peut être important dans le monde de s'en remettre à quelqu'un parce qu'on a besoin de soutien et on a besoin d'une épaule et d'une béquille. Mais tant que ça restera comme ça, à un moment, ça aura des limites. Quand on s'engage là-dedans, on va pouvoir commencer à partir de notre propre vécu. Sauf que des fois, les vécus sont trop lourds pour pouvoir le faire. Ah, c'est ce qui se raconte, hein, encore une fois, même si ça peut être dur de se le dire, c'est ce qui se raconte. Et, et au fond du fond, l'aspect ouais, de cette souffrance, de cette démarche-là, c'est comme, comment il s'appelle? Arnaud Desjardins qui disait quelque chose d'assez juste, que j'utilise souvent aussi dans mon accompagnement, c'est de dire, voilà, tout le monde aspire à être un papillon, parce que c'est la métamorphose, j'ai changé de forme, etc. Je suis une meilleure version de moi-même, je suis plus coloré, plus gentil, parce que les chenilles, c'est moche. C'est ça. Voilà. Sauf que pour atteindre le stade de papillon, la chenille, il faut quand même qu'elle soit un minimum en bonne santé. Parce qu'il y a plein de chenilles qui n'atteignent pas le stade de papillon parce qu'elles meurent avant, en fait. Parce qu'elles meurent avant, parce qu'elles s'autodétruisent, elles se focalisent uniquement sur leur souffrance, etc. Donc, pour moi, enfin, j'ai une approche très transpersonnelle, donc, comme on l'avait déjà évoqué. En fait, tant que la chenille ne se prend pas soin d'elle-même, il y a peu de chances qu'elle perçoit le papillon, en tout cas d'une manière. Voilà, sinon ça lui tombera peut-être dessus, etc. Mais ça se trouve, elle n'aura même pas les clés pour les comprendre. Mais sinon, il faut quand même que la chenille, elle prenne soin de soi. Et pour moi, c'est là où il y a
il y a un petit endroit très subtil qui est souvent, et c'est là où on prend des vessies pour des lanternes. La dimension spirituelle n'emmène pas à devenir un papillon, une meilleure version d'elle-même. Elle met en lumière qu'il n'y a jamais eu de chenille et jamais eu de papillon à devenir. Et cette dimension de la chenille qui devient un papillon, on est dans le domaine de la thérapie, du développement de la personne, qui du coup est nécessaire pour ceux qui en ont besoin. Mais l'essence de tout ça n'a jamais besoin de devenir quelque chose de mieux ou de moins bien. Voilà. Et on ne peut s'en rendre compte que si, enfin, c'est plus simple de s'en rendre compte quand ça va, quand ça va, que quand tout est horrible et tout est Bien stressant sûr, et que bien sûr. les tensions, c'est comme ça. Voilà, donc la voie thérapeutique, pour moi, est une vraie voie spirituelle aussi. Pas pour la thérapie en elle-même, mais ce vers quoi elle pointe, en fait. Bien sûr, bien sûr, bien Mm. sûr. Comme la voie de l'entraide, la voie communautaire, etc. En fait, chaque chemin a sa Exactement. raison d'être, en fait, hein, quelle qu'elle soit. Et j'irais même jusqu'à dire que chaque humain va trouver la voie qui lui correspond. Oui. Et puis, peut-être qu'au final, la voie qui vous correspond, vous êtes déjà dedans, mais Mais c'est bien juste que vous sûr, l'acceptez pas. c'est ça. C'est ça, c'est juste une histoire de conscience. Ouais. Ça s'ouvre petit à petit et ça s'éclaire petit à petit. Ouais, bah, Et ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que avec l'accès à Internet enfin, je veux dire, là, on croule sous les livres, on croule sous les émissions comme Experiencer ou Le Temps Vertical, etc. Je veux dire, il y a accès très facilement à des enseignements qui, il y a 20, 25 ans, étaient très rares et s'adressaient qu'à quelques personnes en capacité déjà très intéressées et qui avaient soit le pouvoir de pouvoir aller se déplacer à l'autre bout du monde pour rencontrer des enseignants, il fallait parler d'autres langues, capacité à en lire dans d'autres langues, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, euh, c'est très simple. En fait, il n'y a rien de... Enfin, voilà. Là, je vais balancer un pavé dans la mare. Vous êtes déjà votre véritable nature. Vous pouvez faire enfin, tout ce que vous recherchez, tout ce qui est recherché par tous les humains depuis la nuit des temps est accessible là maintenant en 15 secondes. Voilà. Par contre, la libération de la souffrance, de point de vue ne plus avoir d'angoisse, etc., ça, c'est quelque chose qui est très physique, émotionnel, et donc il y a une dimension matière, et aux dernières nouvelles, vous ne pouvez pas changer un corps en quelques instants. Ça demande du temps, en fait. Que quand l'attention il y a conscience de sa véritable nature, on va dire que le corps est de plus en plus laissé tranquille, et la mutation vers une certaine droiture, ou je sais pas, pas droiture, mais quelque chose où il y a moins de résistance à ce qui provient, va se faire petit à petit. Il y a de l'intégration. C'est pas la nature qui s'intègre, c'est la relation à la véritable nature. Donc, c'est la fin de la séparation. c'est ça. Voilà. Et, et c'est ça, en fait, c'est là où il y a des pièges en train de se dire, bah, en fait, j'y suis pas encore. Hum, Ce sera plus tard, parce que je vis pas comme c'est ça. Ramana Maharshi C'est ou ça. je suis pas Jésus. La nature, l'essence de Ramana Maharshi, la naissance de Hum, Jésus, c'est la même pour tout le monde. c'est ça. C'est pour ça qu'on peut parler à Jésus, c'est pour ça qu'on peut avoir des voix de Marie, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et que ça, ça, ça peut se manifester aussi. Bien sûr. Mais pourtant, c'est pas vraiment Marie, c'est pas pourtant Jésus. Bah oui. C'est quelque chose de symbolique qui se manifeste et qui, voilà. Ouais, c'est clair. Une dernière petite question. Comment tu vois la maladie? C'est quoi pour toi? Bon, je sais pas trop ce que c'est la maladie. Enfin, je veux dire, la maladie, elle peut être prise de plein de biais. Bah, je pourrais dire des trucs comme la maladie, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui est une manifestation à part entière et elle n'a pas forcément de sens. Je veux dire, ça, c'est un truc. Je suis le premier à aller regarder dans des bouquins hein, quand il y a une maladie, hein, juste pour comprendre le message C'est ça. symbolique. Par contre, de vouloir mettre de la compréhension et de la recherche de sens partout, c'est aussi une maladie. Mm, Voilà, c'est la mm, maladie de la comprenette. mm. C'est ce qui veut tout comprendre, tout C'est ça. contrôler, etc. Mm.
Et donc la maladie, c'est pour moi une manifestation. Donc, tu vois, j'étais formateur pour des écoles de naturo. Donc, si tu prends la version naturo, eh ben, c'est une histoire de terrain qui se manifeste. Et voilà. J'ai quand même des liens avec des médecins. Et pour eux, bah, c'est autre chose. Voilà. Peu importe j'ai pas de définition, enfin, en tout cas d'explication à ce que c'est la maladie. C'est juste, Une pour moi, un ensemble expérience. une expérience, des causes et des conditions qui se manifestent. Si quelqu'un trouve un sens à un moment à sa maladie et que ça lui permet de suivre son fil, eh ben, tant mieux. Si c'est pas le cas, eh ben, tant pis. Et puis à un moment, il y a la mort, et la mort, elle fait son job aussi. Et j'ai accompagné des personnes à mourir, et forcément, il y avait une volonté de se libérer de la maladie, et pourtant, c'est pas ce qui s'est passé, enfin, c'est pas ce qui s'est passé comme ils l'ont imaginé. Voilà, ça s'est passé quand même, hein, d'un point de vue de l'essence. Et pourtant, ils avaient vraiment cherché c'était quoi le sens de leur maladie, etc. Et j'ai trouvé aussi que de rechercher trop de sens à sa maladie, c'était une manière juste de se conforter dans une forme de culpabilité et de dire j'ai mal fait ceci, j'aurais dû faire cela, il faut que je fasse ceci. Et on est encore dans ce même schéma, voilà, de meilleure version de moi-même, de tentative C'est ça. de devenir un papillon, etc., même quand on est malade. Et quand je dis ça, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, hein. Je veux Bien juste sûr. dire que quand c'est vu, eh ben, peut-être qu'on peut se rendre compte que ça n'a pas la force que ça a. Et que parfois, bah, pour certaines personnes, ça peut être un vrai coup de pied aux fesses, ça peut être un vrai moteur. Et voilà, et j'ai fait partie de ces gens qui ont eu des coups de pied aux fesses de ce genre. Voilà, moi, on va dire que ma grande compréhension des choses a commencé quand je me suis cassé les deux genoux, quoi. C'était pas de la maladie, c'était des accidents, mais quand même, voilà, il a fallu que je me sèche un bon coup pour me faire, ok, je peux apprécier la vie différemment. Ouais, tout à fait. Moi, ce qui a déclenché, un des déclencheurs, ça a été un kyste cancéreux sur le rein. Et là, c'était pareil. Donc c'est pour ça, je trouve très intéressant. Voilà. En tout cas, je te Et pour, remercie. Voilà. pour clôturer sur la maladie, en fait, la maladie, c'est un très bon exemple, je trouve, comme, on va vite poser des définitions. Donc, soit on a une définition médicale, soit une définition antimédicale. C'est ça. Mais ça reste des définitions, et tant qu'on pose des définitions figées sur les choses, bah, en fait, on peut remarquer que c'est un mécanisme du mental de se rassurer dans sa petite case parce que c'est rassurant, tant C'est mieux ça. si c'est rassurant pour vous. Mais si il y a l'honnêteté, on va dire, spirituelle qui peut naître, cette soif spirituelle, il n'y a aucune case qui va rester. Voilà, donc faut pas avoir peur aussi que les cases se dissolvent et s'arrêtent. En tout cas, voilà, ça c'est important pour moi comme message à offrir. Les cases ne sont là que pour un moment, parce qu'elles sont nécessaires à un moment donné. Elles ont toute leur place, mais elles ne sont pas la fin. Et si on a compris quelque chose, vaut mieux ne pas trop s'y accrocher. C'est clair. Mm. C'est clair. C'est juste une information. Mm, Eh ben, merci beaucoup, Merci Benjamin. Audrey. C'était vraiment, j'ai adoré. Et est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure? Oui, si tu penses que tu y es pas, c'est que tu as oublié que tu y es. C'est ça. C'est exactement ça. Je te remercie beaucoup. Merci Audrey. C'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker pour me soutenir. Et surtout, c'est le plus important. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une telle expérience, partagez-lui cet épisode. Cela peut peut-être profondément l'aider. Une liste de professionnels de santé formés pour accompagner ces phénomènes est disponible sur le site audreygraindamour.org. Retrouvez-nous le 1er et le 15 de chaque mois sur toutes les plateformes. À bientôt!